Au niveau du FONAC, nous avons écouté les acteurs qui ont proposé l'article 146. Nous avons écouté les responsables politiques au niveau du Parlement. Nous avons écouté des responsables politiques qui ne sont même pas dans le Parlement, mais qui sont dans la mouvance, qui expliquent à leur manière comment il faudrait faire. C'est sur la base de tout ça, ayant l'esprit et la lettre de l'article 146, que nous, au FONAC, on a fait la sortie pour faire un schéma de proposition. Dès que nous avons fait ce schéma, il y a aujourd'hui plusieurs interprétations de cet article 146. Donc, on dit avoir 20% dans chacune des circonscriptions ne veut pas dire qu'il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions. Problème. Et ils disent qu'il faut avoir 20% dans chacune des circonscriptions. Ça veut dire qu'on prend les circonscriptions isolément une à une. Bon, nous, on ne sait pas comment il faut faire. Ensuite, d'autres disent non. Quand on a dit de faire coalition parlementaire, il faut d'abord que les partis aient 10% au plan national et qu'ensuite, ceux des partis qui vont faire coalition doivent réunir les 20%. Voilà encore une autre explication. Alors, sur la base de tout ça là, le seul organe chargé de nous départager aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle. Pour cette question, nous, au FONAC, nous avons fait beaucoup de recherches et avec la modeste contribution et la modeste expérience que nous avons, je vais vous donner quelques éléments qui permettront à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de se faire leur propre idée. Le système de parrainage est présent dans beaucoup de pays. Je vais vous donner au moins le taux par pays pour au moins 10 ou 12 pays, aussi bien en Europe qu'en Afrique. En Autriche, le taux de parrainage est de 0,067%. Je dis bien 0,067%. Le taux de parrainage en Autriche. En Finlande, le taux de parrainage est 0,36%. En Roumanie, le taux de parrainage est 0,9%. En Lituanie, le taux de parrainage est 0,7%. En Pologne, le taux de parrainage est 0,26%. En Finlande, je l'ai dit tout à l'heure, 0,36%. En Slovaquie, c'est 0,27%. En France, c'est 1,14%. Et pour la petite histoire, c'est ça, le pays que nous suivons le plus souvent, c'est 1,14%. En Tunisie, Afrique maintenant, en Tunisie, c'est 0,10%. Au Sénégal, c'est de 0,6 à 0,8% quand c'est le parrainage citoyen et de 7,87% quand c'est le parrainage des élus, députés. En Côte d'Ivoire, le parrainage est de 1%. En Mauritanie, il est de 2,10%. Au Bénin, il est de 15%. Je crois que c'est sans commentaire. Aucune loi n'interdit d'ailleurs, nous, au FONAC, nous avons écrit au président de la Sénat pour lui dire de publier les résultats sur les réseaux sociaux. Aucune loi n'interdit. On va me dire, aucune loi n'a dit de faire. Très bien. Mais nous tous, nous mangeons tous les jours. Aucune loi n'a demandé à ce que nous mangeons et pourtant nous mangeons. Et personne ne nous a jamais fait un procès pour dire pourquoi tu manges alors que la loi n'a pas dit de manger. Nous mangeons. Par contre, dans tous les pays du monde, il y a des lois qui interdisent le vol. Si vous volez, on peut vous faire un procès. Et donc, moralité, il faut comprendre que partout où le texte n'a pas interdit quelque chose, on peut le faire. Mieux, le code électoral a bien dit qu'il faudrait faire la transparence parce que l'article 1er
du code dit la fiabilité, parle de la sincérité, parle de la transparence. Mieux, l'article 92 dont on vient de parler tout à l'heure a dit d'afficher. Bonjour et bienvenue dans votre émission Dimanche, on se dit tout. Depuis l'amorce de notre marche démocratique en 1990 au Bénin, le Bénin s'apprête à vivre en 2026 une expérience inédite, l'organisation de 3 scrutins majeurs au cours d'une même année. À mesure que l'échéance électorale approche, les interrogations soulevées par le nouveau code électoral adopté en 2024 demeurent vives. Pire, certains articles de ce code donnent lieu à des interprétations divergentes au sein même de la classe politique. Pour aider nos compatriotes, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, à mieux comprendre ces dispositions, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui un acteur majeur de la société civile, reconnu pour sa longue expérience dans le suivi des processus électoraux. Je vais nommer M. Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. Bonjour, M. Jean-Baptiste Elias, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, cette émission sera une émission pédagogique. On veut aller au fond de certain nombre d'articles de ce nouveau code électoral pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Donc, on va commencer tout de suite avec l'article 42 de ce code électoral. Euh, dans cette démarche, je voudrais que vous nous dites d'abord, dans un premier temps, que contient cet article et quelles sont les implications de cet article. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment et je vais prier tous les Béninois qui soient à l'intérieur du pays comme dans la diaspora de bien vouloir prendre connaissance de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 et de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 qui l'a modifiée et l'a complétée. Et c'est ça que nous avons les deux codes, les deux lois ensemble deviennent le code électoral du Bénin. Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est un travail pédagogique que nous allons faire sur ce plateau aujourd'hui. Et je vais prier tous ceux qui nous écoutent de bien vouloir suivre et de comprendre que, premièrement, nous avons pour mission et pour mission essentielle de faire en sorte que la paix règne dans le pays, qu'il n'y ait pas de troubles et que tout se passe dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi, en toute modestie, avec la petite expérience que nous avons, nous allons aborder les sujets pour voir comment on peut faire et comment il faut comprendre tel et tel article important du code afin que nous puissions nous appréhender, que nous puissions appréhender ces articles et que nous puissions avancer. Vous avez demandé l'article 42 du code. Oui, cet article est important parce que ça parle du quitus fiscal. Le code électoral, à son article 42, dispose que chaque candidat, que ce soit pour les élections présidentielles, les élections législatives ou les élections communales ou municipales, chaque candidat doit être à jour vis-à-vis du fisc pour les 3 dernières années. Ça veut dire concrètement que tous ceux qui doivent ou qui veulent être candidats doivent être à jour vis-à-vis d'impôts pour 2023, 2024 et 2025. S'ils n'ont pas payé leur impôt pour ces 3 années, le temps est encore possible pour eux de régulariser en ce moment. Une fois qu'ils vont faire cela, et quand on va ouvrir, n'est-ce pas, le sujet pour demander le quitus fiscal, une fois qu'ils sont à jour 2023, 2024, 2025, ils doivent produire leur mise à jour avec leur demande à adresser au directeur général des impôts pour obtenir le quitus fiscal. Ce quitus fiscal est une pièce maîtresse et c'est une pièce éliminatoire. Si quelqu'un n'est pas à jour vis-à-vis du fisc, son dossier sera rejeté
et le dossier de sa liste sera rejeté. Autrement dit, tous ceux qui veulent aller aux élections municipales, aux élections législatives, s'il y a un seul sur la liste qui n'est pas à jour vis-à-vis du fisc, toute la liste sera rejetée et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je profite de l'occasion en même temps qui m'est donnée de dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que même si individuellement, quelqu'un est à jour vis-à-vis du fisc pour les 3 années que je viens de citer, 2023, 2024, 2025, si par hasard, cette personne est actionnaire dans une entreprise, dans une société quelconque, et que la société n'est pas à jour vis-à-vis du fisc pour 2022, 2023, 2024 et 2025, je répète, pour 2023, 2024 et 2025, eh bien, il n'aura pas le quitus fiscal. Le code des impôts est très clair dessus. Si vous êtes individu, vous avez le droit d'être à jour. Si vous êtes actionnaire d'une société, la société doit être à jour, sinon vous n'aurez pas le quitus fiscal. Si on ne le dit pas, les gens ne comprendront pas et le jour où ils seront frappés, ils vont dire, ah non, pourtant je suis à jour et on ne m'a pas donné le quitus fiscal. Voilà pourquoi c'est important de traiter de cet article 42. J'en ai fini. Toujours, je voulais comprendre quand même quelques secondes parce qu'on se rappelle en 2019, certains acteurs politiques ont dit qu'ils ont payé tout ce qu'on leur a réclamé comme impôt, mais n'ont pas quand même eu le quitus fiscal. Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que vous avez fait des investigations en son temps vers la direction des impôts? Est-ce qu'il y a eu amélioration pour que on ait plus ces grincements dedans aujourd'hui? Il est à souhaiter qu'il doit y avoir amélioration. Voilà pourquoi je demande à tout le monde d'être à jour dès maintenant. Nous sommes Maintenant, en oui. juin et c'est le moment d'être à jour. Une fois qu'on est à jour, on demandera le quitus pour chaque année. Si vous avez le quitus pour 2023, vous avez le quitus pour 2024, vous avez le quitus pour 2025, il n'y a pas de raison qu'en faisant votre demande et en joignant ces quitus fiscaux que vous avez à votre demande, que le directeur général ne vous délivre pas le quitus fiscal pour aller aux élections. Maintenant, si vous avez tout ça là et que vous joignez et qu'on ne le fait pas, il faut alerter très tôt avant que le délai complet ne puisse finir. Ainsi, nous pourrons agir pour dire, monsieur le directeur général, telle personne a apporté les preuves qu'elle a payé tous ses impôts 2023, 2024, 2025. Peut-être que c'est votre préoccupation quotidienne qui a fait que vous ne lui avez pas délivré à temps le quitus fiscal. Veuillez bien le lui délivrer pour qu'il puisse constituer son dossier pour aller aux élections. OK, on comprend bien qu'il est vraiment important de prendre les dispositions dès maintenant pour ne pas les faire à la dernière minute et se retrouver dans l'embarras après. Donc, on va aborder l'article 61 maintenant qui parle du matériel électoral. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Voilà. Alors, c'est très important d'en parler parce que la loi, le code électoral dispose que tous les matériels et tous les bulletins de vote, tous les imprimés de procès-verbaux et de feuilles de dépouillement doivent être mis à la disposition de chaque poste de vote avant l'ouverture de ce poste de vote. Et l'article 62 dit, si quelqu'un, président d'un poste de vote, n'arrive pas à apporter la preuve qu'il a en quantité suffisante tout ce qu'il faut comme matériel de vote, il ne doit pas ouvrir le poste de vote pour les élections. C'est très important. Et donc, tous les partis politiques, tous les candidats éventuels qui savent qu'au niveau de leur poste de vote, on a vérifié le matériel en quantité et en qualité et qu'il y a des choses qui manquent, il ne faut pas qu'ils soient surpris que le président du poste de vote refuse, n'est-ce pas, de démarrer les élections parce que le code dit s'il démarre les élections sans s'assurer que tout est à jour en quantité et en qualité, il sera poursuivi selon le code pénal. Voilà pourquoi c'est important d'en parler pour que tous les candidats, tous les partis politiques puissent savoir que l'article 61 et l'article 62 permettent à ce que
le président du poste de vote puisse disposer de tout le matériel nécessaire. Et de ce point de vue, nous allons en parler tout à l'heure quand nous arriverons à l'article 90, parce que la responsabilité de fournir tout le matériel complet par poste de vote incombe personnellement au président de la Sénat. Et de ce point de vue, il faut aider le président de la Sénat et il faut aider la direction générale des élections pour qu'à ce niveau-là, ils prennent les dispositions nécessaires pour que rien ne manque à aucun poste de vote. Les coordonnateurs d'arrondissement également doivent veiller à ce qu'ils puissent avoir le matériel nécessaire pour qu'on puisse démarrer le vote à l'heure et qu'on puisse conduire les élections jusqu'au bout. Et à ce niveau, habituellement, le matériel électoral est acheminé, en tout cas, à ma connaissance, souvent dans les derniers jours. Est-ce qu'il faut les envoyer plus tôt pour être sûr que les gens vérifient sur place pour s'assurer qu'on a tout le matériel nécessaire? Non, c'est une affaire d'organisation au niveau de la Sénat. Le matériel lourd est envoyé plus tôt et le matériel très sensible, à savoir les bulletins, les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement, sont envoyés à la dernière minute pour éviter, bien sûr, des manipulations et autres. Et donc, la Sénat doit pouvoir s'organiser, prendre les dispositions à temps. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons actuellement une Sénat permanente qui doit réfléchir bien avant pour voir comment elle doit pouvoir s'organiser, quels sont les véhicules qu'elle doit avoir, quels sont le personnel qu'il lui faut pour pouvoir acheminer en son temps, quel est le planning qu'il doit faire. Je veux parler du président de la Sénat, quel est le planning qu'il doit faire. Je veux parler également du directeur général des élections. Quel planning il va faire pour que les choses se passent très bien, que dans les 12 départements, tout puisse arriver à temps, que dans les 546 arrondissements, tout puisse arriver à temps et que dans les 17 000 ou 18 000 postes de vote, on puisse avoir tout ce qu'il faut, que le paquetage soit fait en nombre suffisant pour permettre à ce que tout soit en place le jour du vote. Quelles sont peu retenues de l'article 69? Est-ce que vous avez des éléments à apporter? L'article 69, je pense qu'il n'y a pas eu de changement lors du nouveau en 2024. Non, l'article 69, il n'y a pas eu de changement. Nous sommes à l'article 69, il n'y a pas de changement majeur, donc il n'y a rien de Ok, donc, particulier. ok, donc on va passer à l'article 90 alors. Voilà. L'article 90 est très important dans ce que nous faisons. L'article 90 a dit très clairement ce qu'il faut faire pour les élections au niveau de chaque poste de vote. L'article 90 dit expressément que le nombre de procès verbal, le nombre de feuilles de dépouillement doit être mis en place pour qu'en cas de contestation ou de destruction, le service compétent, à savoir la Cour constitutionnelle pour les élections législatives, la Cour suprême pour les élections municipales, doivent avoir les documents nécessaires qu'il faut pour aller faire les réclamations nécessaires qui sont prévues. Et donc, c'est important de dire qu'il faut que les représentants de partis politiques ou de candidats soient réellement et physiquement présents dans les postes de vote, qu'ils soient physiquement présents dans les lieux de compilation. Parce que le 90 dit, 1, il faudrait faire la liste de tout ce qu'il y a à mettre sur le PV. Le procès verbal au niveau de chaque poste de vote doit comporter un certain nombre de choses, entre autres, 1, les revendications du candidat ou du parti politique au niveau de ce poste de vote doit figurer nécessairement sur le PV. Si ce n'est pas sur le PV, la Cour constitutionnelle a pris beaucoup de décisions et qui dit clairement qu'une fois que c'est pas sur le PV, on n'en tient pas compte. Il y a par exemple la décision LEL 23-007 du 26 janvier 2023 qui dit expressément ceci. Je le lis rapidement si les auditeurs, les téléspectateurs puissent comprendre.
considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité des élections législatives et en cas de contestation, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle à l'occasion de l'examen de la validité du scrutin ne sauraient être réformés que sur la justification des preuves certaines et légalement admises, à savoir les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux de déroulement du scrutin. Qu'en outre, pour être recevables, les irrégularités dénoncées doivent préalablement avoir été portées ou annexées au procès-verbal du déroulement du scrutin conformément à l'article 90, alinéa 5, 13e tiré du Code électoral. Cela veut dire quoi? Les élections du 8 janvier 2023, il y a eu quelques contestations et ils ont porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Il y en a même qui ont été prendre des compilations avec des huissiers de justice. Il y en a qui ont flashé. Il y en a qui ont fait même la vidéo de ce qui s'est passé. Tout ça est porté à la connaissance de la Cour constitutionnelle. Elle dit, il n'est pas question. Moi, je veux, le procès verbal de ce poste de vote, mais encore, il faut que sur le procès verbal de ce poste de vote, on ait inscrit préalablement l'irrégularité que soulève le candidat. Et on en parle aujourd'hui pour permettre à ce que tous ceux qui sont candidats doivent préparer leurs responsables au niveau des postes de vote afin que les irrégularités constatées dans ce poste de vote puissent être mentionnées très clairement dans le procès verbal. Ne pas le faire signifie que vous serez débouté et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et donc, il faudrait que nous parlons de ça maintenant pour que les candidats prennent les dispositions pour ne pas dire après, ah, il y a problème, et commencer par crier. Non, nous voulons la paix dans le pays. Cette émission permet aux gens de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Prenez vos dispositions, les candidats ou les partis politiques, soyez présents dans les postes de vote et une fois que vous êtes dans les postes de vote, vous allez relever les irrégularités que vous avez constatées. Il y en a même un qui a filmé, n'est-ce pas, le bourrage d'urne le 8 janvier 2023, qui a tout produit à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit non. Une fois qu'on n'a pas mis ça dans le procès verbal, vous êtes débouté. Donc, les vidéos, les compulsions au niveau des huissiers ne tiennent pas devant la Cour constitutionnelle, certainement pas devant la Cour suprême aussi. Il faut donc prendre les dispositions pour qu'on les mentionne dans le procès verbal. Et la loi dit justement, l'article 90 dit que le président du poste de vote doit, c'est écrit, c'est doit, prendre en compte toutes les irrégularités soulevées par les représentants des partis politiques au niveau de ce poste de vote. Donc, il faudrait que les candidats sachent qu'il y a une telle disposition, qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour pouvoir former leurs représentants au niveau des postes de vote afin que, au moment opportun, s'ils doivent porter des recours au niveau de la Cour, ces éléments-là puissent se faire. Voilà pourquoi c'est nécessaire de parler de l'article 90 pour que les gens comprennent bien pourquoi il faut mettre nécessairement quelqu'un dans chaque poste de vote. Je pense que c'est un aspect vraiment très important que vous avez abordé parce qu'après, quand les gens sont déboutés à la Cour constitutionnelle, ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils n'ont pas eu gain de cause. Parce qu'il faut inscrire déjà ce qu'on veut revendiquer sur les procès-verbaux déjà à l'origine. Donc, je pense que c'est un aspect important, raison d'être de cette émission d'ailleurs, parce que c'est pour ça que j'ai dit que c'est une émission pédagogique pour permettre aux acteurs politiques de mieux comprendre le code électoral pour se préparer dès maintenant. Nous sommes à 4 ou 5 mois du dépôt de candidature pour la présidentielle. Donc, on va aborder l'article 92 nouveau qui explique un peu comment les gens doivent remplir les documents dans les bureaux de vote. Quel élément important peut ressortir à ce niveau? L'article 92 dit qu'à la fin des élections, tout de suite, on fait le dépouillement et on prépare le procès verbal du dépouillement
et les feuilles de dépouillement au niveau de chaque poste de vote. Autrement dit, quand on a fini, on met en place les structures comme prévu, on fait le décompte des voix, le parti A tel nombre, le parti B à tel nombre, le parti C à tel nombre. On inscrit tout ça dans le procès verbal et sur la feuille de dépouillement. La loi dit clairement qu'il faut donner copie de ce procès verbal, 1, à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le cas, 2, une copie à la Sénat, 3, une copie à envoyer au coordonnateur d'arrondissement, 4, une copie gardée au niveau du président du poste de vote et la 5e copie a été affichée sur les lieux de vote et qu'on doit prendre les dispositions pour sécuriser cet affichage pendant au moins 24 heures. Et la loi dit en même temps, il faut donner copie aux représentants des partis politiques présents dans le poste de vote. Il faut expliquer ça pour que les gens comprennent. On a dit, mais il n'y a que 5. Comment on va faire? Il n'y en a pas d'autres. Oui, la loi ne connaît pas au moment de l'exécution des élections combien de partis politiques il y aura. Et donc, on est sûr qu'au moins les 5 là doivent avoir copie. Il appartient donc à la Sénat de prendre les dispositions nécessaires quand on connaîtra le nombre de partis politiques en liste pour préparer les documents afin de pouvoir les donner. J'ai entendu quelqu'un dire non, qu'il y a difficulté pour appliquer cet article 92. Non, puisque la Cour constitutionnelle, dans sa décision EL 23-003 du 21 janvier 2023, a dit très clairement qu'il faut donner copie. Je lis, considérant qu'à l'issue du scrutin et conformément à l'article 93, non, 80, je vais prendre 92 d'abord. 92, voilà. À l'article 92, le procès verbal doit être remis immédiatement sur les lieux et non les réclamer après. Conformément à l'article 92 du Code électoral, c'est ce que la décision de la Cour constitutionnelle a dit. Et donc, la loi dit de donner. La décision de la Cour constitutionnelle dit de donner. Mais personne ne peut se lever pour dire « je ne vais pas appliquer la loi parce que c'est difficile ». Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève pour dire « moi j'ai faim, c'est pour ça que je vais voler » que le juge va dire « bon, ok, parce qu'il a dit qu'il a faim, c'est pour ça qu'il a volé et qu'on va le lâcher ». Non, personne ne peut dire « parce que j'ai des difficultés à appliquer la loi, je ne vais pas appliquer la loi ». Il y a des possibilités pour appliquer la loi. En toute modestie, nous pouvons donner notre contribution aux différents responsables à divers niveaux pour leur proposer ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse avoir copie de ce procès verbal et de cette feuille de dépouillement pour qu'en cas de besoin, ils puissent justifier devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour suprême ces desiderata quand il voudra revendiquer ou quand il voudra saisir la Cour pour dire « j'ai été floué, il faudrait me rétablir dans mes droits ». La Cour dit « tant que vous n'amenez pas ce papier, vous aurez beau faire de venir avec un huissier, vous aurez beau faire de flasher, vous aurez beau faire de venir avec n'importe quoi, je ne prends pas. Ce qui est valable pour moi, c'est ce document-là. » Et voilà que nous aurions appris en temps que la Sénat dit que c'est difficile d'appliquer. Aucune loi n'est difficile d'appliquer. Si elle est en vigueur, il faut l'appliquer. Et nous, de la société civile, nous allons prier tout le monde de faire en sorte que nous appliquons la loi qui sera en vigueur pour les élections. Nous ne sommes pas dans la logique de dire ceci est difficile, il ne faut pas l'appliquer. C'est ça l'ajustement qui va créer des problèmes. Puisque la loi dit de donner. La Cour constitutionnelle dit de donner. La Sénat doit prendre les dispositions pour donner. Si elle ne donne pas et qu'il y a problème après, on saura bien d'où est venu le problème et ce n'est pas bon.
il vaut mieux qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour faire en sorte que chacun puisse avoir et le procès verbal et les feuilles de dépouillement pour que ça puisse avancer. Voilà ce que je peux dire sur l'article 92. On retient ici qu'il revient à la Sénat de prévoir le nombre de documents nécessaires par rapport aux partis qui seront inscrits sur les bulletins de vote. Donc, Absolument. même si la loi dit 5, mais si finalement on a 7 ou 8, il faut que la Sénat prévoie le nombre requis pour que, enfin, chaque parti politique puisse Il y a des sortir. méthodes pour le faire. Oui, J'en ai parlé, j'ai fait une séance de travail le 14 mai dernier au niveau de la Sénat. Je ne vais pas révéler ça sur le plateau, mais je sais que c'est possible et on va toujours contribuer modestement à ce que la Sénat puisse le faire pour le bien de tout le monde, afin que la paix règne dans le pays. C'est ça là que nous nous prenons pour éviter des histoires. Parce que quand les gens n'auront pas la copie et qu'ils iront devant la Constitution qui va dire non, on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va créer des problèmes. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait problème. donc, on va aborder l'article 93 nouveau qui parle des les conditions d'acheminement de tous ces documents-là, des bureaux de vote. Oui, Non seulement on parle d'acheminement, mais on parle également de la compilation. L'article la 93 parle de compilation, la oui. compilation aussi. Compilation aussi, oui. Alors, d'abord, il faudrait expliquer à tous ceux qui nous écoutent en ce moment qu'une fois le vote terminé au niveau du poste de vote, nous allons prier les uns et les autres et les membres du poste de vote et les représentants des partis politiques présents dans ces postes de vote de bien vouloir suivre le convoyage des urnes qu'on a fermées avec les PV qui sont à l'intérieur, avec leur copie de PV à eux qui se trouvent dans leur poche, qu'ils veuillent bien suivre le convoyage de ces urnes-là pour aller au niveau de l'arrondissement. Et qu'ils prennent le temps d'accepter de suivre la compilation au niveau de l'arrondissement. Et l'article 93 dit ceci, une fois que la compilation sera faite, l'article 93 a prévu 4 exemplaires. Là également, on va expliquer. Le premier exemplaire de procès verbal, bien entendu, de compilation pour la Cour constitutionnelle ou pour la Cour suprême, selon le cas. La deuxième copie pour la Sénat, la troisième copie pour le coordonnateur d'arrondissement, la quatrième copie à afficher pour que tout le monde voit et le coordonnateur d'arrondissement doit prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser cet affichage pendant au moins 24 heures. Et la loi dit il faut donner copie aux représentants des partis politiques présents dans l'arrondissement où on a fait donc la compilation. La Cour constitutionnelle, dans sa décision EL 23-003 du 21 janvier 2023, a dit exactement ceci. Considérant qu'à l'issue du scrutin et conformément à l'article 93, dernier alinéa du dit code, citation, le procès verbal de centralisation ainsi que le procès verbal de compilation par arrondissement sont établis en 4 exemplaires. Citation toujours. Que le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement, et il a écrit en gras, est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants des candidats ou de listes de candidats. C'est très clair. Et donc, la loi dit de donner, la Cour dit de donner, nous allons prier les responsables au niveau de la Sénat de prendre les dispositions pour qu'on puisse faire en sorte que chaque représentant de candidat présent au lieu de la compilation puisse avoir copie. Et là aussi, nous avons fait des propositions à la Sénat. Nous sommes prêts à apporter également notre modeste contribution pour que ça se passe bien, parce que c'est ça le problème. Nous sommes à 546 arrondissements. Il est vrai que le code électoral prévoit que les gros arrondissements peuvent être démultipliés.
Mais une fois que c'est fait, il faut que les résultats soient à la portée de tout le monde parce que tous ceux qui auront tous ces résultats en main, s'ils veulent créer le trouble en faisant des manifestations, nous serons les premiers à leur dire, messieurs, vous n'avez pas raison. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Vous n'avez pas pu travailler au niveau de votre base. Vous n'avez pas travaillé au niveau de votre circonscription électorale. Allez vous en prendre à vous-même et ne créez pas de troubles ici dans le pays. Nous n'accepterons pas ça. Mais quand on ne leur aurait pas donné les PV de compilation, ni les feuilles de compilation, ils auront beau jeu de dire, ah, c'est parce que j'ai gagné qu'on a voulu ne pas me donner et que ça va faire des problèmes. Donc, nous allons prier tous les partis et tous les candidats aujourd'hui qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour envoyer leurs représentants dans les postes de vote, dans les arrondissements pour la compilation et qu'ils demandent et qu'ils obtiennent copie des PV de dépouillement d'une part et les PV de compilation d'autre part, toute chose qui permettra à chaque chapelle politique de faire ses décomptes et de savoir que non, je n'ai pas gagné, je me range, le peuple a décidé, je suis ce que le peuple a dit, pour éviter toute histoire. J'aimerais quand même à ce niveau vérifier une information avec vous. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit la publication des résultats sur les réseaux sociaux? Je sais qu'il y a actuellement dans le Au- code, je n'ai pas vu, mais je ne sais pas si à votre niveau, vous avez vu des aspects. Aucune loi n'interdit d'ailleurs, nous, au FONAC, nous avons écrit au président de la Sénat pour lui dire de publier les résultats sur les réseaux sociaux. Aucune loi n'interdit. On va me dire, aucune loi n'a dit de faire. Très bien. Mais nous tous, nous mangeons tous les jours. Aucune loi n'a demandé à ce que nous mangeons et pourtant nous mangeons. Et personne ne nous a jamais fait un procès pour dire pourquoi tu manges alors que la loi n'a pas dit de manger. Nous mangeons. Par contre, dans tous les pays du monde, il y a des lois qui interdisent le vol. Si vous volez, on peut vous faire un procès. Et donc, moralité, il faut comprendre que partout où le texte n'a pas interdit quelque chose, on peut le faire. Mieux, le code électoral a bien dit qu'il faudrait faire la transparence parce que l'article 1er du code dit la fiabilité, parle de la sincérité, parle de la transparence. Mieux, l'article 92 dont on vient de parler tout à l'heure a dit d'afficher le résultat au niveau de chaque poste de vote. Ça veut dire que c'est public. Tous ceux qui sont dans ce poste de vote ou dans cette localité-là, ils peuvent venir voir. Leurs yeux viendront voir. L'article 93 dit d'afficher la compilation. Tous ceux qui sont dans cet arrondissement-là peuvent venir voir. De ce point de vue, c'est clair que la loi plutôt demande de le faire, puisque c'est devenu un élément public. Tous les partis politiques que nous approchons disent, nous voulons faire comme les grands partis politiques des États-Unis, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, moi, je peux être n'importe où dans le monde entier. Il y a un lien qui me permet d'aller voir les résultats circonscription électorale par circonscription électorale en France, aux États-Unis, etc. Donc, il n'y a pas de raison. Nous avons demandé à ce que la Sénat puisse publier les résultats poste de vote par poste de vote. Mieux, nous sommes membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En décembre 2022, la CEDEAO a organisé à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, un atelier sur les élections. J'étais dans la salle en ma qualité de président du FONAC. Le rapporteur de la Sénat du Bénin était dans la salle. Et la communication au niveau de la Sénat, de la CEDEAO dit très clairement qu'il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Eux, là-bas, ils appellent bureau de vote. C'est nous qui appelons poste de vote. Bureau de vote par bureau de vote. Je me suis approché du rapporteur pour lui dire, hé, tu viens d'entendre? Il dit oui. Ce que je dis, les preuves existent. Hein.
il y a d'autres Béninois qui étaient dans la salle, qui sont venus en tant qu'experts et qui ont tous entendu. Donc, il est à souhaiter que nous puissions prier la Sénat de mettre sur ses réseaux sociaux ou sur son site, pourquoi pas, sur son site, comme nous l'avons dit, tous les résultats poste de vote par poste de vote, afin que quiconque se trouve à n'importe quel point du monde puisse aller sur le site pour aller vérifier. Nous l'avons écrit une lettre à la Sénat pour lui dire de publier les résultats poste de vote par poste de vote, la lettre du 22 décembre 2023 que nous avons envoyée à la Sénat, parce que la Sénat nous a envoyé officiellement le rapport général des élections de 8 janvier 2023. Et à l'issue de ça, nous avons fait nos observations que nous lui avons envoyées pour lui dire ce que nous pensons qu'il faut faire désormais pour que les choses se passent bien. Voici le rapport que la Sénat nous a envoyé officiellement pour nous dire ce qui s'est passé et ce qui a permis à ce que nous puissions faire des recommandations dans notre lettre du 20 décembre 2023. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça participe aussi à la transparence, pardon, des élections. Donc, on va aborder maintenant l'article 132 nouveau qui parle des conditions pour être candidat à la présidence de la République. Et l'un des aspects importants ici, c'est le parrainage qui fait l'objet de beaucoup de débats. Pour certains, le fait de fixer le parrainage à 15% permet d'éviter les candidatures fantaisistes. Et pour d'autres, c'est une politique d'exclusion. Au niveau de la société civile ou bien au niveau du FONAC, quelle interprétation vous faites du taux de parrainage aujourd'hui au Bénin? Merci beaucoup pour cette question. Nous, au FONAC, nous avons fait beaucoup de recherches et avec la modeste contribution et la modeste expérience que nous avons, je vais vous donner quelques éléments qui permettront à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de se faire leur propre idée. Le système de parrainage est présent dans beaucoup de pays. Je vais vous donner au moins le taux par pays pour au moins 10 ou 12 pays, aussi bien en Europe qu'en Afrique. En Autriche, le taux de parrainage est de 0,067%. Je dis bien 0,067%. Le taux de parrainage en Autriche. En Finlande, le taux de parrainage est 0,36%. En Roumanie, le taux de parrainage est 0,9%. En Lituanie, le taux de parrainage est 0,7%. En Pologne, le taux de parrainage est 0,26%. En Finlande, je l'ai dit tout à l'heure, 0,36%. En Slovaquie, c'est 0,27%. En France, c'est 1,14%. Et pour la petite histoire, c'est ça, le pays que nous suivons le plus souvent, c'est 1,14%. En Tunisie, Afrique maintenant, en Tunisie, c'est 0,10%. Au Sénégal, c'est de 0,6 à 0,8% quand c'est le parrainage citoyen et de 7,87% quand c'est le parrainage des élus, députés. En Côte d'Ivoire, le parrainage est de 1%. En Mauritanie, il est de 2,10%. Au Bénin, il est de 15%. Je crois que c'est sans commentaire. Chacun se fera son idée de ce qui s'est passé et chacun va apprécier ce qu'on a fait. Mais pour les autres pays que je viens de citer, pour la plupart de ces pays-là, la liberté est donnée à chaque parrain de parrainer qui il estime qu'il peut faire le job comme on le dit, sans lui dire nécessairement c'est X que tu dois parrainer ou c'est Y que tu dois parrainer. Ça fait un. Deuxièmement, au niveau du Bénin, le problème de 15% pose problème. Nous avons 11 partis politiques officiellement
enregistrés au Bénin. Si nous parlons de 15%, ça veut dire qu'au mieux des cas, on n'aura que 6 duos. Président de la République, vice-président, 6 duos, pas plus. Parce que 15 fois 6 égale 90. Or, il faut 15. Donc, on n'a pas la possibilité de trouver encore ces 6. Point. Mais ces 6-là, d'abord, si on laissait le choix à chaque parrain de parrainer qui il veut, on aura au maximum 6. Mais nous avons 11 partis politiques. Ça veut dire que les 5 autres, d'une manière ou d'une autre, ne sont plus dans la danse. Quand mes frères et sœurs disent qu'il n'y a pas d'exclusion, je n'ai pas compris leur langage. Les 6 qui éventuellement seront autorisés à y aller, il reste 5 qu'on n'a pas pu autoriser. Mieux. Mais le code dit cette fois-ci qu'il faut désormais que les parrains ne puissent parrainer que les candidats de leur parti ou les candidats désignés par leur parti. Il n'y a que 3. Ça veut dire qu'on aura à peu près 3 ou 4, si vraiment il peut y avoir un peu de gymnastique, 3 ou 4 duos. Sur les 11, il reste 7. Mais les 7 sont-ils venus en tant que parti politique pour vendre des cacahuètes, pour vendre du méchoui ou pour vendre autre chose? On crée le parti politique pour aller conquérir les voix des électeurs pour exercer le pouvoir. Et voilà que le code, avec le parrainage, 15% ne permet pas à tout le monde d'être présent pour les élections présidentielles. Et là-dessus, chacun doit se faire son idée de ce qu'il faudrait comprendre pour ce parrainage de 15%. Nous, dans tous les cas, la loi est là. Nous, de la société civile, nous respectons la loi. Nous, au niveau de la société civile, nous demandons à tout le monde de respecter la loi pour qu'il y ait la paix dans le pays. Maintenant, si les partis politiques eux-mêmes, à leur niveau, ils s'entendent pour toucher quoi que ce soit, pour rectifier quoi que ce soit, c'est le code électoral en vigueur au mois des élections qu'on va appliquer et c'est sur ça que nous, de la société civile, nous allons travailler. Nous sommes des légalistes. Voilà ce que je peux vous dire sur l'article 132 du code électoral actuellement en vigueur en faisant une petite comparaison avec les pays où il y a le parrainage, le taux qu'il y a dans chacun de ces pays-là et le taux que nous avons au Bénin. En gros, si on s'en tient à la situation actuelle, c'est-à-dire on a en gros 3 partis qui ont la possibilité de donner des parrains aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une raison pour que les autres partis qui n'ont pas de parrains, qui n'ont pas de maire ni de députés, ce n'est pas une raison d'aller vers ces 3 partis qui ont déjà, qui ont les parrains en main, si on peut le dire comme ça? Ça dépend. Ça, ce sont des considérations politiques que nous ne maîtrisons pas. Nous, de la société civile, nous n'avons pas malheureusement l'information de comment les partis travaillent et tout ça là. S'ils s'entendent là-bas, s'ils vont se voir, s'ils vont échanger entre eux pour décider à ce que l'on puisse faire en sorte que eux aussi puissent être dans la course, bon, ok, nous on va suivre. Si la réponse est arrivée pour dire désormais on a tel nombre de personnes, on a tel nombre de partis qui décident d'aller aux élections et qu'on s'entend, il n'y a pas de problème. Si on le fait, nous allons prendre acte et puis nous allons avancer. Il appartient donc aux partis politiques de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas notre rôle à nous, de la société civile. Ok, je comprends. Donc, on aborde comme ça l'article 146 nouveau. Et ici, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de débats autour par rapport à la répartition des sièges. Et on dit qu'il faut avoir 20% des suffrages valablement exprimés dans ou bien dans chacune des circonscriptions électorales. Donc, à ce niveau, déjà, au sein même de la classe politique, les gens n'ont pas le même regard, la même compréhension de cet article 146 nouveau. Au niveau du FONAC, quelle explication, comment vous expliquez d'abord le contenu de cet article? Merci beaucoup. Au niveau du FONAC, nous avons écouté les acteurs qui ont proposé l'article 146. Nous avons écouté les responsables politiques au niveau du Parlement. Nous avons écouté des responsables politiques qui ne sont même pas dans le Parlement, mais qui sont dans la mouvance,
qui expliquent à leur manière comment il faudrait faire. C'est sur la base de tout ça, ayant l'esprit et la lettre de l'article 146, que nous, au FONAC, on a fait la sortie pour faire un schéma de proposition. Dès que nous avons fait ce schéma, il y a aujourd'hui plusieurs interprétations de cet article 146. D'aucuns disent avoir 20% dans chacune des circonscriptions ne veut pas dire qu'il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions. Problème. Et ils disent qu'il faut avoir 20% dans chacune des circonscriptions. Ça veut dire qu'on prend les circonscriptions isolément une à une. Bon, nous, on ne sait pas comment il faut faire. Ensuite, d'autres disent non. Quand on a dit de faire coalition parlementaire, il faut d'abord que les partis aient 10% au plan national et qu'ensuite, ceux des partis qui vont faire coalition doivent réunir les 20%. Voilà encore une autre explication. Alors, sur la base de tout ça là, le seul organe chargé de nous départager aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle. C'est elle qui a la bonne lecture de ce qu'il faut faire de l'article 146. Est-ce qu'il faut prendre chacune circonscription électorale isolément ou il faut prendre chacune pour dire que dans toutes les circonscriptions, dans chacune des circonscriptions, vous devez avoir 20%? Ce problème-là se pose aujourd'hui. Nous avons fait modestement notre lecture sur l'esprit et de la lettre de l'article 146. Mais il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire non, c'est pas comme ça, il faut aller circonscription électorale, pas circonscription électorale. Autrement dit, celui qui a 20 de faire. Maintenant, nous allons prier l'additionnel. Bien vouloir donner la vraie lecture qu'il faut pour permettre à ce que tous les candidats potentiels, d'une part, tous les partis politiques, d'autre part, puissent être fixés sur la méthode qu'on doit utiliser pour pouvoir trancher le jour. Toujours est-il que pour l'article 146, il est prévu le quotient électoral. Toujours l'article 146 a prévu le quotient électoral. Dans les résultats qui ont été proclamés le 8 janvier 2023, sauf erreur de notre part, on n'a pas publié le quotient électoral circonscription électorale par circonscription électorale, alors que le code l'a bien prévu. Est-ce qu'ils ont calculé le quotient électoral et gardé à leur niveau? Nous, au FONAC, nous disons, le peuple a besoin de savoir quel est le quotient électoral de la première circonscription, de la deuxième jusqu'à la 24e. Et c'est sur la base de ça qu'on a attribué les sièges aux partis politiques. Et donc, la transparence demande à ce que l'on voit clair dans ce qui est prévu comme quotient électoral au niveau de chacune des circonscriptions électorales. Beaucoup d'autres indications sont prêtes. La Cour constitutionnelle est la seule institution chargée de dire voici la compréhension qu'il faut avoir de l'article 146. Et nous supplions les responsables à ce niveau de dire à la population voilà comment ça va se passer pour que personne ne puisse se lever après pour dire c'est comme ça et qu'il y ait des problèmes. Voilà ce que je peux vous dire. Dans ces conditions, est-ce qu'il n'est pas important que la Cour constitutionnelle puisse vider ce point avant les élections? Parce que pour certains, ce qu'on entend, c'est qu'on a laissé comme une porte ouverte et à l'issue des élections, selon les résultats, l'interprétation peut aller à droite ou à gauche. C'est ce que nous souhaitons et c'est pour ça que j'ai prié. Je me mets à genoux pour les membres de la Cour constitutionnelle de dire 146 tout fixé à l'élection. Et qu'on sache que si on va ce qui va se passer, plutôt que de se taire et que ce soit seulement le jour des élections qu'on voit appliquer la lecture de la Cour, ça peut créer des petits remous. Et nous répétons, nous sommes là pour la paix et nous disons tout pour qu'il y ait de la paix. Ce qui se passe
faut que jamais ça arrive au Bénin. Quand on voit des gens qui sortent, qui s'en vont, qui vont devenir réfugiés à droite, réfugiés. Ok, donc toujours sur cet article 146 nouveau, le scénario qui a fait paniquer vraiment la classe politique, c'est-à-dire d'avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Est-ce que si on restait, si par exemple l'interprétation de la Cour allait dans ce sens, quelle sera l'implication politique pour les acteurs politiques pour se répéter? Si la Cour va dans ce sens, comme vous l'avez si bien dit, j'espère que vous m'entendez. Attends, oui. Si la Cour va dans ce sens, ben, si c'est notre proposition qui a été faite, qui a été suivie par la Cour, il faudrait qu'elle le dise dès maintenant et que les partis commencent par travailler. Une fois que c'est comme ça et que c'est ça la loi, elle est dure, mais c'est la loi, on va l'appliquer. Maintenant, une fois que l'on a dit que c'est comme ça, les partis pour 1% partout, en duo ou en accord, parti parlementaire, il faudrait bien qu'ils puissent avoir les 20% au plan national. Mais là aussi, il y a encore des interprétations. Donc, on dit qu'il suffit d'avoir les 10% au plan national. Une fois qu'il y a eu accord de parti, accord coalition parlementaire, ça passe. L'aucun disent non. Même s'il a 10% au plan national et qu'il a fait accord parlementaire, il faut que les deux ou les trois qui font accord parlementaire là puissent avoir les 20% au niveau de chaque circonscription électorale. Voilà encore des interprétations. Mais quand on parle de l'accord de coalition parlementaire, qu'est-ce qu'on y met? La loi est muette sur ça. Est-ce que je vais me lever pour dire, OK, je suis parti Y, monsieur qui est en face de moi est parti Z, nous, parti Y, parti Z, avons décidé ce 10 novembre 2025 que nous faisons coalition parlementaire. On dépose à la Sénat. Point. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Quelles sont les obligations pour les partis qui font coalition, accord de coalition parlementaire doivent avoir? Est-ce que chacun travaillera là-bas toujours sous le sceau de son parti? Est-ce que on ne parlera que de la coalition, mais chaque parti va toujours, etc., etc. Voilà autant de choses qui ne figurent nulle part, dans aucun document, dans aucune loi, et qui posent également problème. Nous allons dire, bon, qu'on a dit de faire coalition, non, très bien. Et moi, je suis parti A, vous êtes parti B, nous sous-signons parti A, parti B. Nous décidons aujourd'hui que devant la Sénat, nous faisons coalition parlementaire. On dépose le papier, c'est tout, point. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a d'autres dispositions à prendre? Là également, il faut qu'on clarifie les choses pour qu'on sache ce que l'on met dans accord de coalition parlementaire et que on puisse respecter cela pour éviter que ça aille dans tous les sens. Rien aujourd'hui. Il n'y a pas de formulaire prévu. Il n'y a pas un contenu au niveau de la loi. Il n'y a rien qui est prévu pour ça. Dans quel sens nous irons, on ne peut pas le dire. Voilà modestement notre appréciation sur le sujet. On a même on a entendu aussi que euh, certains acteurs politiques ont dit si les partis qui vont aller en accord de coalition sont dans une certaine mesure favorisés parce qu'ils auront juste à avoir 10%, alors que le parti qui va seul, on lui impose d'avoir 20%. C'était On- ça on- que j'ai fait comme démonstration. J'espère que vous avez regardé. J'ai fait même un document. Vous l'avez eu le document, non? Oui, oui, j'ai vu le document que Voilà. vous Et étiez sur. maintenant, je peux même faire encore une analyse pour voir en cas de coalition pour trois partis, si les trois, dans toutes les 24 circonscriptions, arrivent à avoir 20%, comment ça va se passer? Si deux partis vont en coalition, qu'est-ce qu'il en est? Toujours sur mon schéma, etc., etc. J'ai fait cette démonstration-là. Maintenant, une fois encore qu'il y a eu beaucoup d'interprétations de part et d'autre, je dis il vaut mieux qu'on s'en remette à la Cour constitutionnelle qui dira voici la lecture qu'il faut avoir de cet article 146. Nous sommes des légalistes,
nous allons nous plier sur ce que la Cour constitutionnelle va décider. Beaucoup. J'avais retenu aussi l'article 183. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait partager avec les internautes? Oui, l'article 183 ou l'article 184, les deux vont de pair. Ça Ok. parle justement au niveau des circonscriptions électorales. L'article 183 parle surtout de quotient électoral au niveau de la circonscription, non pas de la circonscription électorale, mais au niveau de la commune. Autrement dit, tout à l'heure, on a vu au niveau de l'article 146 qu'il faut que le quotient électoral puisse être préparé et sorti en ce qui concerne les élections législatives dans chacune des 24 circonscriptions électorales. L'article 143 parle du quotient électoral au niveau de la commune. Et c'est ça qui permettra à ce que l'on puisse faire le nécessaire. Et selon la loi, le parti qui aura 40% devient majoritaire au niveau de cette commune-là. Et puis les autres vont se partager le reste. Maintenant, l'article 184, lui dit qu'au niveau communal, il vous suffit d'avoir 10% au plan national, vous êtes éligible. S'il y a plus de 20%, il n'y a plus de, il n'y a rien d'autre. Donc, 10% là seulement, c'est bon. Par contre, au niveau de 146, il faut 10% d'un côté, il faut 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Le problème se pose, les gens se disent, mais si au niveau de la commune, on a retenu ce qui avait été fait en 2019 à 2023, à savoir 10%, pourquoi avoir cherché à aller à 20% au niveau de chacune des circonscriptions électorales, puis parler de 10% au niveau national et ne pas parler de 10% au niveau de chacune des circonscriptions, etc., etc. Donc voilà le problème qui se pose. D'un côté, on a retenu les 10% comme on l'a fait pour janvier 2023. De l'autre, on a retenu 10% au plan national et 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Pourquoi n'a-t-on pas dit 20% dans chacune des communes aussi, par exemple? Voilà donc cette explication et ce problème qui se pose, que les gens soulèvent, et sur lesquels, bon, ok, seul le législateur peut donner les raisons pour lesquelles il a fait ça. Puis une fois encore, nous sommes des légalistes. Nous voulons tout faire pour que les choses se passent bien. Je voudrais dire, peut-être que tout à l'heure, vous allez lancer la conclusion, mais je vous laisse faire quand vous allez arriver que nous, de la société civile, nous sommes pour la paix. Quel que soit le test qui sera en vigueur, c'est ça que nous allons appliquer. Mais nous souhaiterons que tout le monde l'applique. Les partis politiques l'appliquent. Les organisateurs des élections l'appliquent. Ainsi, tout le monde sera à l'aise dans le pays. Nous allons faire les élections dans la joie et dans la paix et tout se passera bien dans le pays. Donc, moi, j'ai parcouru tous les articles que j'ai retenus pour ce débat, en tout cas, qui ont besoin pour lesquels on a besoin de donner un peu plus d'explications. Aujourd'hui, on est à 4, 5 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle. On sait que c'est en octobre 2025 et puis les législatives, le dépôt en novembre 2025. Donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire aujourd'hui par rapport à ce code électoral? Parce qu'on sait que au-delà de la société civile, le clergé avait organisé aussi un colloque et a fait des recommandations à la classe politique. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est possible aujourd'hui je pense que le temps joue contre les acteurs politiques ou bien. Il y a deux possibilités. Jusqu'à juillet, les partis politiques peuvent s'entendre ou peuvent décider d'aller revoir ce qu'ils veulent revoir dans le code électoral. C'est ça ce que la CEDEAO a dit. 6 mois avant les élections, on peut y aller. Mais si après juillet, toute la classe politique s'entend pour dire maintenant nous voulons aller revoir telle ou telle chose, c'est encore possible. L'essentiel est que tout le monde soit d'accord.
Si tout le monde est d'accord, jusqu'à novembre, décembre même, on peut faire. Mais si tout le monde n'est pas d'accord et que quelques-uns peuvent le faire dès maintenant, ils en ont jusqu'à juillet. Voilà les deux possibilités. Et une fois encore, ça relève de la compétence des chapelles politiques, mais nous, de la société civile, nous sommes là à attendre. C'est ce qui sortira des chapelles politiques, c'est ce qui sortira comme test applicable que nous allons appliquer. Si on décide d'appliquer le code tel qu'il est aujourd'hui, voilà ce que nous voulons de dire. S'il est question de changer le code, ceux qui vont changer, qui vont amener, nous allons également l'appréhender et nous allons donner notre point de vue sur le contenu pour voir comment l'appliquer pour le bonheur du peuple béninois. Nous sommes au thème de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un appel encore à lancer, des recommandations à formuler à la classe politique, même à la population de façon plus générale, oui. Le FONAC et la société civile en général au Bénin, nous sommes pour la paix et nous prenons la paix. Nous allons travailler pour la paix. Nous allons tout faire pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Nous souhaitons que tous les citoyens béninois en âge de voter puissent se lever pour aller accomplir leur devoir civique le jour du vote. Que personne ne leur demande de rester à la maison parce que le jeu est fait. Aucun jeu n'est fait. Levez-vous pour aller voter selon votre conscience pour qui vous voulez afin de manifester que vous êtes un bon citoyen. Vous n'avez pas le droit d'aller voter plusieurs fois. Les votes multiples sont interdits. Les étrangers n'ont pas le droit d'aller voter. Les mineurs n'ont pas le droit d'aller voter. Nous devons demander à ce que tout se passe dans la transparence, que la Sénat prenne les dispositions pour fournir les imprimés de procès verbal prévus pour que l'article 92 soit appliqué et que l'article 93 soit appliqué. Nous proposons que la Sénat puisse publier les résultats poste de vote par poste de vote pour qu'il y ait transparence. Nous demandons que la Sénat puisse publier le quotient électoral par circonscription électorale afin de mettre tout le monde à l'aise pour qu'il n'y ait pas de suspicion et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà modestement ce que nous pourrons souhaiter pour qu'il y ait la paix dans le pays et que nous puissions continuer de vivre ensemble comme nous l'avons toujours fait depuis des siècles et des siècles au Bénin. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Elias. On a été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Ça fait des années qu'on attendait cette opportunité de vous avoir ici. Donc, on est très heureux de vous avoir accueilli ici. Je pense que ça va être l'émission, ça va être vraiment instructive pour tous ceux qui vont nous écouter sur nos différentes plateformes. Donc, je vous remercie une fois encore pour votre disponibilité. Donc, on va suivre de près l'actualité et puis au besoin, s'il y a lieu de vous inviter une autre fois, on le fera. Merci beaucoup. Je serai à votre disposition et je serai à la disposition de tout le peuple béninois, qu'il soit de l'intérieur comme de l'extérieur du territoire national. Merci beaucoup. Donc, nous avons reçu pour vous Monsieur Jean-Baptiste Elias, président du FONAC. Avec lui, on a passé en revue quelques articles importants du Code électoral qui va nous permettre d'aller aux élections générales en 2026. Donc, merci d'avoir suivi cette émission et de partager largement l'émission aussi.